et Kotkaniemi réalisent le doublé. Les Canadiens l'emportent 5-0, un match parfait pour leur entraîneur-chef Claude Julien hospitalisé. Quel match des Canadiens, vraiment. Personne n'a été laissé indifférent, que vous soyez partisan des Canadiens ou des Flyers cet après-midi. Tout un match de hockey, autant positivement à Montréal, autant négativement à Philadelphie. Et le Canadien jouera les 2 prochains matchs à domicile avec le dernier changement. Très hâte de voir comment Kirk Muller se débrouillera en pareille situation. D'abord et avant tout, parce que la série est égale 1-1 et on s'en va à Montréal. Je mets les guillemets parce que les matchs 1 et 2 Philadelphie, matchs 3 et 4, techniquement, c'est à Montréal. Tout d'abord, bonsoir, émission un petit peu plus tard que prévu à 19h. Après match des Canadiens et notre formule habituelle ici, autour du chapeau, dans le monde du sport dans quelques instants. Et également, c'est la dernière émission de la saison du Tour du chapeau. Mais je ne disparais pas du paysage. Je reste pour faire des chroniques basketball jusqu'en octobre, jusqu'à ce qu'on ait des champions de la NBA avec Mathieu Ferland. Plus de détails lors de la chronique de ce dernier à la ligne des 3 points. Soyez au rendez-vous d'ailleurs. C'était bien un petit peu plus léger, hein, après tout ces vendredis soirs, on va le dire ainsi. Tout d'abord, voilà mes commentaires d'après-match. Kirk Muller qui a dirigé un très bon match, le Canadien qui a joué en unité. Quand on a appris la nouvelle concernant Claude Julien, j'y arrive d'ailleurs, Shea Weber a dit « On n'a pas besoin d'être motivé, on l'est déjà ». Il a dit ça en vidéoconférence de presse. Voilà, le Canadien qui a sorti un de ses matchs parfaits. Félix Séguin de TVA Sport avançait peut-être le meilleur match du Canadien 2019-2020. 100% d'accord avec Félix. En conférence de presse d'avant-match, Renaud Lavoie a demandé à Kirk Muller « Qu'est-ce que tu veux amener à cette équipe qu'est les Canadiens de Montréal? » Et Kirk Muller a répondu « Passion et émotion. » Et on l'a clairement vu cet après-midi, le Canadien qui a joué un match impeccable, 60 bonnes minutes, un effort constant pour leur entraîneur-chef, Tatar qui marque 2 fois, Kotkaniemi qui marque 2 fois. Quel match du jeune KK, vous le savez, c'est mon joueur préféré. C'est son chandail qui est ici, derrière moi, mais vraiment là, très impressionné par l'efficacité du tricolore dans ce match. Alors je pense qu'il faut leur lever notre chapeau. La série est égale 1-1, c'est la bonne nouvelle. Tout est permis. Canadien, Flyers, qui l'emportera? Dans les commentaires, s'il vous plaît, en combien? Je continue avec ma prédiction Philly en 7, qui tient toujours ici. C'est d'une série 4-7. Ça l'ira dans cette 7e joute. C'est au meilleur de cette match. Alors vraiment, très intéressant. Un très bon match. Le Canadien, je l'ai dit, 60 minutes de bon hockey. On a tenu tête aux Flyers. Carteret qui a été chassé par Alain Vigneault pour laisser la place à Brian Elliott. Et vraiment, comment je pourrais dire ça? Price a été fumant de l'autre côté. On a joué dans la tête de Hart et ça peut être un avantage psychologique pour le Canadien. Dans le match 3, il faut avoir le même effort constant, le même impact qu'on a eu dans ce match-là. Faut l'avoir encore pour le match numéro 3. Et pour toute la série en bout de ligne, si le Canadien peut battre les Flyers, avoir un printemps 2020 comme un printemps 2010, ben on va le prendre bien certainement, bien évidemment. Donc, très intrigué de cette situation et on va suivre ça avec grand intérêt, mesdames et messieurs. Bien évidemment, donc, victoire de 5-0 des Canadiens sur les Flyers. Quel match de hockey, mesdames et messieurs. Un match parfait, c'est le cas de le dire. Donc voilà mon avis sur le match que l'on vient tout juste de voir il y a 1 heure à peine cet après-midi au Scotiabank Arena de Toronto. Et on va suivre cette série Canadiens-Flyers avec grand intérêt. D'ailleurs, la semaine prochaine, vous aurez des tours du chapeau, les meilleurs moments. Et je vous ferai une introduction spéciale à chaque émission. Je prendrai le temps de le faire avec une question quiz. Parlant de question quiz, quelle est la question que l'on vous donne? Yoel Armia a marqué un but cet après-midi dans le match contre les Flyers. Comment a-t-il marqué son but? Qu'est-ce que le but avait de spécial? Soit il a touché le patin de Shane Gostisbehere pour rentrer au fond du but, il a dévié sur le casque de Nicolas Aubé-Kubel, ou bien c'est Sean Couturier qui a marqué contre son camp. Réponse à la fin de l'émission. Bonne chance à vous, mesdames et messieurs. Maintenant, dans le monde du sport, parce qu'il y a eu d'autres nouvelles, je vous ai parlé de Claude Julien. Ce dernier a été hospitalisé.
Il est de retour à Montréal. C'est Kirk Muller, l'entraîneur-chef intérimaire. C'est des douleurs à la poitrine que Claude Julien a subies. On souhaite le meilleur, toute l'équipe du Tour du Chapeau. Les pensées avec la famille de Claude Julien dans cette période qui doit être très difficile. Je pense que ça, on va se le dire, mesdames et messieurs. Maintenant, en Formule 1, c'est le Grand Prix d'Espagne ce week-end. Qualification demain, la course dimanche. Sergio Perez sera de retour avec Lance Stroll pour Racing Point. Voilà une bonne nouvelle. Maintenant, baseball majeur, les Cardinals de Saint-Louis reprendront enfin l'action après avoir été retirés un peu comme les Marlins de la Floride en raison de trop de cas positifs à la COVID-19. On sait que dans le baseball majeur, il n'y a pas le concept des bulles que l'on a par exemple dans la LNH et la NBA. Parlant de NBA, on en parle plus tard, je l'ai déjà souligné. Donc, retour à l'action demain pour les Cards contre les White Sox de Chicago. 2 matchs demain. Très intéressant à suivre. Bianca Andreescu, la championne en titre du US Open, a déclaré forfait pour le tournoi. Andreescu a dit qu'elle n'était pas... elle disait qu'elle n'était pas apte à jouer. Elle ne sentait pas la forme qu'elle voulait atteindre en vue de ce grand chelem à Flushing Meadows. C'est 2000 points qui sont sur la table pour les joueurs de la WTA. D'ailleurs, c'est le tournoi de Cincinnati disputé à Flushing Meadows, à New York, donc la semaine prochaine. Louis Binks, défenseur de l'Impact de Montréal, sera prêté à compter de décembre au FC Bologne. Donc voilà une très bonne nouvelle. Je rappelle que Bologne et Montréal, comme des clubs frères, c'est les 2 clubs de Joey Saputo, le Montréalais, qui est propriétaire de l'Impact de Montréal. Binks terminera la saison avec l'Impact. La Coupe MLS sera disputée en début décembre. C'est le 31 décembre que Louis Binks passera de l'Impact de Montréal au FC Bologne. On suivra l'évolution du jeune qui a fait un bon boulot lors du tournoi. La MLS est de retour. Finalement, toujours sur une note de soccer de l'Impact de Montréal, c'est le 25 août que la troupe de Thierry Henry refoulera les terrains de la MLS dans le calendrier régulier. C'est pas si loin que ça, c'est dans une dizaine de jours, ça. 11 plus précisément. Le 25 août, c'est les Whitecaps de Vancouver qui s'amèneront ici au Stade Saputo pour affronter le bleu-blanc-noir. Ça va être très intéressant à surveiller. On vous parlait peut-être 250 spectateurs a priori. Finalement, ce sera du huis clos pour les 3 équipes. Le gouvernement canadien qui a approuvé le plan de retour de la Major League Soccer qui, je vous le rappelle, avait été la première ligue de sport professionnelle en Amérique du Nord à reprendre ses activités. Et ça a été arrivé le 8 juillet, le tournoi qui s'est conclu mardi dernier sur une victoire des Timbers de Portland. On surveillera l'action de l'Impact de Montréal avec grand bonheur. Maintenant, on va aller en éditorial dans l'œil du kid. Voilà un retour attendu. Ma chronique préférée et la chronique où je vous parle en vous disant ce que je pense au lieu de détailler les nouvelles. Voilà mon avis. Vous m'avez envoyé vos questions. J'y réponds avec bonheur dans les plus brefs délais. On y va, mesdames et messieurs, en éditorial dans l'œil du kid. Dans l'œil du kid, maintenant, tout d'abord, très content de retrouver ma chronique initiale ici du Tour du Chapeau où je vous donne mon avis. Et là, c'est vous qui m'avez questionné, c'est moi qui réponds. C'est à peu près une séance de questions-réponses que l'on va faire pour notre plus grand bonheur. Vous avez posé les questions dans les commentaires ou vous me les avez envoyées. Je suis très content d'y répondre aujourd'hui. Et à toutes les questions auxquelles je vais répondre, vous avez votre avis, vous avez envie de débattre. Vous avez quelque chose à me dire dans les commentaires de l'émission, de la vidéo de ce soir. Ça va être un réel plaisir de pouvoir communiquer avec vous. Commençons sans plus tarder. Je tiens à rappeler que les questions sont faites anonymement. Donc, est-ce que la LNH va adopter la formule de série actuelle que l'on connaît là, avec la ronde qualificative, le tournoi à la ronde, puis les séries auxquelles l'on prend part cette année? Est-ce qu'on va la garder pour l'an prochain? Avec la saison qui va débuter en décembre, j'ai envie de te dire peut-être. Ça va encore une fois dépendre de l'évolution de la COVID-19 parce que je rappelle que c'est série avec la ronde qualificative 3-5 où il y a eu des surprises, les Blackhawks, les Canadiens. On l'a utilisé exceptionnellement pour la pandémie. Mais oui, ça pourrait très bien être une possibilité. Cependant, la Ligue nationale de hockey est très conservatrice sur ses politiques, sur sa façon de faire, notamment des dernières années. Donc, ça va probablement être plus difficile, je vous dirais, de choisir de le faire. C'est clair que ça peut être un très bon sujet de débat dans les réunions des directeurs généraux, des gouverneurs à Boca Raton. On va suivre ça avec grand intérêt d'ailleurs. Mais moi, je crois, si c'est que de moi, c'est clair qu'on la ramène. J'ai bien aimé ça. Oui, ça l'enlève un peu de valeur
à la saison régulière. Mais c'est très intéressant et il va y avoir des équipes surprises. Il y en a à chaque année, la fameuse équipe Cendrillon. Ben, c'est quand même très intéressant de voir comment ça va se dérouler. On a vraiment... ça pourrait être une très bonne idée. Si c'était que de moi, je le saurais, je la prendrais volontiers. Mais Gary Bettman, commissaire de la Ligue nationale de hockey, je l'ai dit, plus conservateur, n'est pas le plus grand partisan d'innover, d'y aller de nouvelles idées. Ça serait une excellente idée et je m'en réjouirais si la Ligue décidait d'aller de l'avant. Mais je pense que le plus gros point qui va décider si on garde le format ou non se nomme la COVID-19. Lance Stroll a-t-il des chances de monter sur le podium cette année en Formule 1? Lance Stroll chez Racing Point, son coéquipier est Sergio Perez, comme on l'a parlé plus tôt à l'émission. Mais j'ai envie de vous dire, selon moi, Stroll, il a des chances de monter sur le podium à long terme. À court terme, en 2020, non. Stroll va avoir des podiums, des victoires, c'est clair dans sa carrière, fils de Lawrence Stroll. Mais selon moi, cette année, je vous dirais non. Stroll, qui est un excellent pilote de Formule 1, là n'est complètement pas le point, mais je pense qu'il faut donner le temps à l'élève de devenir le maître d'une certaine manière, parce qu'il y a quand même des coureurs tels que chez Mercedes-Benz, Valtteri Bottas et Lewis Hamilton qui sont très intéressants à voir aller, je vous dirais. Donc, Stroll, à long terme, oui. À court terme, en 2020, non. Et vraiment, l'histoire Racing Point là, qu'il y a eu avec Renault, la plainte, on utilise des pièces de la voiture de Mercedes-Benz. Ça a eu lieu pendant nos semaines de vacances, là, ici, autour du chapeau. Mais ça peut jouer contre Stroll pour la saison 2020, saison qui est quand même avancée. Grand Prix d'Espagne ce week-end où Stroll retrouvera Perez, comme je l'ai souligné plus tôt. Donc, cette année, je te répondrais non, Stroll n'a pas de chance, mais ça va être intéressant de suivre l'évolution. Et on en a eu des très très bons Canadiens, des très bons Québécois en Formule 1, Gilles Villeneuve, Jacques Villeneuve. Ben, Lance Stroll de marquer l'histoire. Maintenant, qui est l'espoir du CH qui performe le mieux en série et qu'est-ce que ça dit pour l'avenir? Question à deux volets. Je pense que c'est pas une surprise pour personne. L'espoir qui performe le mieux se nomme Nick Suzuki. Quel talent, Suzuki! Le poteau qu'il a touché dans le match numéro 1 contre les Flyers s'était sacrifié sur le tir où Price a arrêté du bout du bâton. Il est bon, Suzuki. Il est plein de talent. Il est dangereux. Vraiment, tout un joueur de hockey. Il est intéressant à voir jouer Suzuki, mais il y a également d'autres bons jeunes qui ont bien fait. On a vu Claude Julien utiliser des Evans, des Belzile. Kotkaniemi également qui a très bien fait contre les Pingouins. Là, il faut répéter les succès contre les Flyers. 3-5, 4-7. C'est pas la même chose non plus, mais Suzuki connaît d'excellentes séries. Il avait connu une très bonne saison. Et là, on est en train de voir que l'avenir, il est là et on a une très bonne ligne de centre dans l'avenir parce que si tu renouvelles le contrat de Philippe Danault, Kotkaniemi, Suzuki, Danault, ça peut être très bon pour le Canadien. Maintenant, deuxième volet de la question, donc l'espoir du Canadien qui performe le mieux en série, Nick Suzuki. Qu'est-ce que ça dit pour l'avenir, ça? Comme je l'ai dit, la ligne de centre, c'est très bon. Suzuki qui est un joueur de premier plan, top 6 dans la Ligue nationale de hockey, pour pas dire top 3, il va avoir un impact. Il a un impact immédiat chez les Canadiens dès son arrivée. Il a eu 21 ans, je pense, la semaine dernière, si je ne me trompe pas, Suzuki. C'est un jeune plein de talent, très intéressant à voir jouer, bon en possession de la rondelle. Il y a une vision Suzuki exceptionnelle, comme peu de joueurs l'ont fait dans la Ligue nationale de hockey. Et comme peu de joueurs, j'ai vu avoir cette vision. Et vraiment son lancer qui est un laser. Je ramène encore l'exemple du poteau dans le match numéro 1 contre les Flyers. Il restait à peu près 25 secondes à jouer à la troisième période. Le Canadien perd un but. Price est au banc des siens. Quel lancer foudroyant! C'est un joueur de talent. Vraiment, la suite des choses, elle est positive. Chez les jeunes, on a beaucoup critiqué le travail de Trevor Timmins. Ben ça, c'est une transaction de Marc Bergevin, la transaction Max Pacioretty pour aller acquérir Suzuki et Tatar. Donc vraiment, j'ai envie de vous dire, ça l'augure très bien pour la suite des choses. Nick Suzuki, bourré de talent, vraiment, chapeau. Un des moments que je préfère de l'émission, c'est de loin de parler de basketball à la ligne des 3 points avec Mathieu Ferland. Bonjour Mathieu, ça va bien? Oui, bonjour Gabriel. Salut. Quelles sont les équipes qui font les mini-séries dans l'Association de l'Ouest?
Ben, en fait, dans l'association de l'Ouest, c'est tellement serré. On a 3 équipes qui ont fini avec 34 victoires, 39 défaites. En fait, donc, il y avait les Trailblazers de Portland, les Grizzlies de Memphis et le Sun de Phoenix. Donc, les Suns de Phoenix qui ont gagné leurs 8 matchs, on les voyait monter et on se disait, est-ce qu'ils vont se rendre jusqu'à avoir une chance de faire les séries? Et finalement, non. Grâce à une victoire in extremis de Portland sur les Nets de Brooklyn, c'est finalement les Blazers de Portland et les Grizzlies de Memphis qui vont s'affronter dans 2 matchs pour définir qui va avoir le 8e échelon. Donc, c'est la dernière mini-série avant les vraies séries qui commencent la semaine prochaine. Oui, et ça va être très intéressant à suivre, disons-le. Nick Nurse, l'entraîneur-chef des Raptors de Toronto, a été nommé pour être l'entraîneur de l'année dans la NBA. On sait également qui sont les candidats au titre de joueur le plus utile à son équipe. Qui sont-ils, Mathieu? Bien, en fait, il y a 3 candidats pour le joueur le plus utile. Donc, il y a LeBron James des Lakers de Los Angeles qui avait déjà dit que, selon lui, il méritait ce titre et il l'a déjà gagné auparavant. Il y a James Harden des Rockets de Houston qui, lui aussi, a déjà gagné ce titre. Et l'autre MVP potentiel, c'est Giannis Antetokounmpo des Bucks de Milwaukee qui, lui, a gagné le titre l'année dernière. Donc, on a 3 candidats de choix. J'irai pour le candidat des Bucks. C'est ma prédiction. Mm-hmm. Très intéressant. On va suivre ça. On a très hâte à ce gala. Mais avant ça, il va devoir avoir les séries qui commencent mardi. Et quelle équipe les Raptors auront la chance d'affronter dans ce premier tour éliminatoire? Bien, finalement, on sait que les Raptors vont affronter les Nets de Brooklyn. Alors, c'est la troupe de Kyrie Irving qui a joué merveilleusement bien les 8 derniers matchs de la saison régulière. Les Nets de Brooklyn, c'est aussi l'équipe de Kevin Durant, mais Kevin Durant s'est blessé, on s'en rappelle, à la fin de la saison passée. Oui. Une blessure au talon d'Achille. Alors, il est absent. Il est absent toute la saison. Il n'est pas à Orlando. Donc, à cause de cela, si ce n'avait pas été de l'absence de Kevin Durant, j'aurais peut-être donné une chance aux Nets, mais je dois y aller pour ma prédiction. Je pense que les Raptors et la bande de Chris Boucher vont gagner la série en 6 matchs. Oh, très intéressant. On va suivre ça avec grand intérêt. Peut-être que la saison du Tour du Chapeau se termine aujourd'hui, mais Mathieu, on va continuer à faire une chronique quotidienne à chaque semaine ensemble jusqu'à ce qu'on ait des vainqueurs du trophée Larry O'Brien. Merci beaucoup et on se reparle la semaine prochaine. Merci à toi. À la semaine prochaine. Merci. Une belle aventure se termine aujourd'hui, l'aventure du Tour du Chapeau. Ça a été un plaisir de faire route avec vous depuis le 15 juin dernier, en espérant vous retrouver à l'été 2021 pour une saison 2. Je vous le rappelle, chronique basketball jusqu'en octobre. Et vraiment, je pourrais revenir vous parler de temps en temps s'il y a des nouvelles importantes entourant l'actualité sportive, dont les Canadiens de Montréal. On va surveiller leur parcours éliminatoire contre les Flyers de Philadelphie. La semaine prochaine, vous aurez des tours du chapeau les meilleurs moments, où je ferai des petites apparitions qui ne seront pas des meilleurs moments pour vous parler de toutes sortes de choses très intéressantes à travers l'actualité sportive, pour vous faire des blagues, pour s'amuser en introduction, en fin d'émission. Je vous ai dit qu'il y aurait notamment notre question quiz qui a vraiment été un succès ici à l'émission du Tour du Chapeau cet été. D'ailleurs, quelle est la réponse à la question quiz de ce soir? Qu'est-ce qui a été particulier sur le but de Yoel Armia lorsqu'il l'a marqué un petit peu plus tôt aujourd'hui contre les Flyers de Philadelphie lors du match numéro 2 de ces séries? Eh bien, le but, il a touché le pied de Shane Gostisbehere et s'est faufilé derrière Carter Hart. C'est là que le match de Hart a pris fin aux dépens de Brian Elliott qui a cédé une fois contre Thomas Tatar. Et on n'a fait que 6 tirs en première période chez les Flyers, ce qui fait mal, je pense qu'il faut le dire ainsi. Donc, très intéressant. Merci à vous d'ailleurs d'avoir été les nôtres aujourd'hui. Canadiens Flyers, c'est 20h dimanche à TVA Sport. Le match numéro 3 avec une série égale 1-1. Le Canadien, entre guillemets, est à domicile. Donc voilà, ça va être intéressant. Ça a été un plaisir. Je m'appelle Louis-Gabriel Filion.
Je veux remettre également mon tour du chapeau du jour. Vraiment, tout ça c'est dit dans le désordre. Je veux le remettre à mon équipe du tour du chapeau qui a fait un boulot colossal. Même ceux qui ne sont pas dans le générique, j'espère vous retrouver l'été prochain pour une saison 2 du tour du chapeau. Également le personnel soignant. Ça va de soi, le travail pendant cette pandémie de COVID-19. Donc merci du fond du cœur. Le tour du chapeau fut une excellente expérience. On se revoit la semaine prochaine à la ligne des 3 points avec Mathieu Ferland. Dès lundi 18h30, on reprend notre heure habituelle pour un tour du chapeau, les meilleurs moments.